Alors, mon sujet était la notion de convergence évolutive. Donc du coup, on peut se demander qu'est-ce que la convergence évolutive et on va être amené à travers ce sujet à élaborer une définition de cette convergence. Donc on constate que dans les milieux, il y a des animaux de différents phylums qui possèdent des caractéristiques semblables. Et donc on peut se demander si ces caractéristiques vont être héritées d'un ancêtre commun ou bien alors vont être acquises de manière indépendante. Donc du coup, nous allons voir les caractéristiques de la convergence évolutive et les mécanismes qui la mettent en place afin d'élaborer une définition. Et également, nous discuterons de cette notion. Alors, pour commencer, on peut d'abord se demander, quand on voit un caractère en commun entre différentes espèces, si ce caractère va être hérité d'un ancêtre commun, et donc ne va pas être une convergence évolutive, ou bien alors va être obtenu de manière indépendante dans plusieurs phylums, et donc du coup, dans ce cas, on va appeler ça une convergence évolutive, ou alors une homoplasie. Donc du coup, dans cet exemple, c'est l'exemple des branchies. Donc on constate ici que les écrevisses et les poissons télostéens possèdent tous les deux des branchies, et donc du coup que pour les deux la structure était vaginée avec une grande surface et portée dans un milieu porteur et donc protégé. Néanmoins, on peut se demander si cette structure n'est pas héritée d'un ancêtre commun. Et donc pour le savoir, il faut, en construisant l'arbre phylogénétique, utiliser des données, par exemple du développement embryonnaire ou des connexions, pour savoir s'il y a de la parenté entre ces deux groupes. Donc du coup, ici prenons l'exemple des données du développement embryonnaire. Donc on voit qu'ici les branchies chez les écrevisses ont une origine ectomésodermique, alors que pour le poisson c'est une origine endomésodermique. On peut alors conclure que cette caractéristique branchie a été adoptée, a été mise en place chez ces deux espèces de manière indépendante, et donc sont non héritées d'un ancêtre commun, donc correspondent bien à une convergence évolutive. On peut alors ensuite se demander quels sont les mécanismes qui permettent la mise en place de ces convergences évolutives. Donc du coup, prenons l'exemple de la convergence évolutive entre un lait de l'oiseau et l'aile d'une chauve-souris, mammifère. Donc du coup, tout d'abord, il va y avoir des mutations sur des traits sélectionnés qui vont donner un avantage évolutif en fonction du milieu chez ces deux espèces. Et ensuite, du coup, si la population est assez importante, alors il va y avoir un mécanisme de sélection naturelle avec une reproduction différentielle des individus. Ici, le caractère sélectionné va être la présence d'ailes. Donc du coup, la pression de sélection dans ce milieu-là, à ce moment donné, va être la même pour ces deux espèces. Par exemple, ici, voler pour attraper les insectes ou éviter les prédateurs présente un avantage certain. Et donc, les individus vont pouvoir mieux survivre et mieux se reproduire, donc transmettre leur allèle avec les ailes. Donc du coup, il va y avoir la fixation de l'allèle qui a la meilleure valeur sélective. Et donc du coup, c'est ainsi que les écotypes vont être adaptés à ce milieu et vont avoir des caractères semblables. Donc ici, ce sont des caractères morphologiques, mais ça peut être aussi des caractères physiologiques ou parfois comportementaux. On voit ainsi que dans l'écosystème, ces deux espèces qui présentent une convergence évolutive vont occuper à peu près la même communauté et il a à peu près des niches écologiques semblables. On voit également que la notion de convergence évolutive
peut être ici discuté, puisque à long terme, on voit que le milieu et l'effectif de la population vont changer, et que donc du coup la notion de convergence évolutive est également amenée à évoluer dans le temps. Donc pour conclure, la notion de convergence évolutive, c'est pour la définir des espèces qui présentent des caractères similaires mais non hérités d'un ancêtre commun, et elle doit être mise en place par le mécanisme de la sélection naturelle. Si je vous propose cet exposé de Justine comme modèle, c'est parce qu'en fait, elle traite très bien un sujet qu'on appelle la notion 2. Donc, vous avez repéré qu'en introduction, elle a bien insisté sur le fait qu'on allait construire la définition. C'est exactement ce qu'on attend de vous avec un sujet, la notion 2, qu'elle a bien posé une problématique. Est-ce que la ressemblance est toujours une convergence évolutive ou pas? Parmi toute la ressemblance, qu'est-ce qui va être de la convergence évolutive? Et qu'elle a effectivement répondu à la question en conclusion en apportant tout au long de l'exposé des arguments pour résoudre cette problématique. Donc c'est exactement ce que l'on attend quand vous avez un sujet, la notion 2, poser simplement un problème en introduction et donner finalement la définition, construisez la définition tout au long de l'exposé pour arriver à une définition en conclusion. Et donc il faut donner des arguments au fur et à mesure que votre exposé progresse. Donc ce sur quoi on aurait peut-être pu améliorer l'exposé, c'est sur la figure, il y a écrit sélection naturelle dans un milieu donné. Si on veut vraiment montrer la convergence évolutive, ce serait intéressant de partir au contraire de deux ADN différents, de phylums complètement différents, et de faire une flèche commune montrant sélection naturelle dans un milieu ayant les mêmes contraintes. En effet, il n'est pas nécessaire que ce soit le même milieu, il suffit que ce soit les mêmes contraintes pour que des allèles donnant des phénotypes similaires soient sélectionnés. Alors du coup, je ne crois pas que j'aurais pris l'exemple des pattes, puisque l'exemple des pattes est plutôt un exemple de divergence évolutive à partir des mêmes allèles communs chez les différents mammifères. Là, il a été dessiné une patte d'homme, une patte de chauve-souris. On est plutôt sur un exemple d'évolution divergente. Si vous voulez un exemple d'évolution convergente, il faut au contraire prendre des phylums complètement différents qui aboutissent à la même fonction. Donc c'est pour ça que le premier exemple était beaucoup mieux choisi, puisque on avait un vertébré et un invertébré. Donc quitte à vouloir rester sur l'exemple de l'aile de chauve-souris, très bien, mais autant la comparer à l'aile de papillon. Et du coup, on verra qu'avec des structures complètement différentes, donc des structures de kératine, de cuticule, pardon, pas de kératine, de cuticule pour le papillon, on obtient la même portance et donc finalement avec la même contrainte, la portance, on arrive à des choses similaires, moins en forme, une grande étendue de surface qui donne finalement la même propriété qu'est la propriété de vol. Mais là, l'exemple choisi est justement un petit peu embêtant. Il y avait aussi une petite formulation qui était maladroite. Une espèce n'occupe pas la même communauté, elle appartient à la même communauté et elle occupe une niche écologique. Donc une communauté, c'est un groupe d'individus qui réalisent globalement la même fonction. Donc on ne peut que appartenir à une communauté et on ne peut que occuper une niche écologique. Donc là c'était juste un petit problème de formulation. Donc réécoutez au besoin cette vidéo pour bien voir comment on fait une bonne introduction, une introduction qui a du sens, dans laquelle on amène clairement un problème, et comment faire une conclusion qui, elle aussi, apporte des idées et qui n'est pas quelque chose de vague. Parce qu'il reste encore des cols pour lesquels le centre de l'exposé est très bien, mais qui commencent par des banalités, qui finissent par des banalités. Donc ça, c'est vraiment dommage. Réécoutez cette colle pour améliorer ça si c'est votre problème.